Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Super. Bonjour Julien. Bonjour Lucas. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Je commence toujours par une question assez simple. Comment tu aimes te présenter ? Alors, on ne m'a jamais posé la question comme ça, mais comment j'aime me présenter ? Écoute, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis rentré en France. J'avais pas forcément très envie après une dizaine d'années à l'international. Ok. Et on habite Marseille avec mon épouse et mes 2 jeunes enfants, 4 et 6 ans, et extrêmement heureux de vivre à Marseille après tant d'années d'expatriation. Sinon, mon parcours, puisque j'ai repris un petit peu ça, avant d'être président du directoire d'aéroport Marseille-Provence, qui est le 2e aéroport en région en France, 4e français, si on compte bien sûr Charles de Gaulle et Orly. Écoute, j'ai fait 20 ans dans l'aéroportuaire, en passant par une magnifique école qui est le groupe Aéroport de Paris. Et un peu avant, j'étais passé par la grande distribution alimentaire. Je pense qu'il a peut-être aidé à ce que j'aime le côté commerce qu'on retrouve dans les aéroports et comment les passagers réagissent, se comportent et faire en sorte qu'ils aiment aller acheter ce qu'on leur propose. C'était chez qui ? Dans le groupe Louis Delhaize. Alors Louis Delhaize, c'est pas du tout connu, mais peut-être que tu avais à l'époque entendu parler des hypermarchés Cora, Match, Truffaut, les jardineries, Animalis, les Oura.fr, puisqu'on est sur la partie un peu plus digitalisée. Donc Oura.fr qui appartient à un grand groupe. Et donc, tu as commencé par dire, quand tu as proposé Marseille, tu avais des hésitations. Qu'est-ce qui te faisait hésiter ? Alors, une fois qu'on a goûté à l'international, qu'on a goûté aux dynamiques différentes de celles qu'on trouve en France ou en Europe, j'étais à Hong Kong, j'étais en Croatie, j'étais à Madagascar, comme je viens de le dire, on se dit qu'il y a cette dynamique qu'on n'arrivera que à capter ailleurs qu'en France. Et finalement, en arrivant à Marseille, une ville qui a énormément bougé sur les dernières années. Je dis ça, je n'y connais rien, c'est ce qu'on m'a raconté. Mais preuve en est, on a un nombre de restaurants qui s'ouvrent très, très, très important. On a une dynamique autour du monde digital, numérique qui est extrêmement importante. Peut-être qu'on y reviendra dessus. C'est une ville qui est super dynamique, très, très vivante. Et puis, les gens se parlent. Et quand on a vécu à l'étranger, où on a envie de se rapporter, cette curiosité à l'autre, on retrouve ça à Marseille. Les gens se parlent, les gens aiment se parler, les gens aiment se connaître. Et c'est gage de confiance et puis de réussite ensemble. Génial. Ça donne envie d'aller à Marseille. Je t'en parlais juste avant. J'hésitais encore à potentiellement déménager à Marseille. Mais je pense que tous les Parisiens, non pas tous, mais certains Parisiens ouverts pourraient venir à Marseille. J'ai vu les Parseillais, les Parisiens qui vont à Marseille, mais pas tous sont convaincus. Je pense que ça, c'est un concept qui vient des Parisiens, mais je ne pense pas que les Marseillais disent Marseillais. non, jamais de la vie. Donc, ton parcours t'a amené dans plein d'aéroports différents. Qu'est-ce que tu viens apporter de différent dans l'aéroport de Marseille-Provence, que, comme tu as dit, tu as fait Le fait d'avoir un parcours qui vient de qui a vu plein d'aéroports différents. Lorsque j'étais Alors, déjà, j'ai une base. Je viens de te dire, l'école Aéroport de Paris est quand même une école exceptionnelle. C'est une des plus belles boîtes françaises, un des leaders mondiaux de l'aéroportuaire, avec, je ne sais plus combien ils ont, une trentaine d'aéroports dans le monde. En termes de millions de passagers, je pense qu'ils dépassent les 300 ou 400 millions d'euros de passagers, qui passent par l'ensemble des aéroports dans lesquels ils ont des participations. Donc là, c'est une belle école. Je suis passé par une approche très financière, la régulation, de la fusion-acquisition. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, un patron très business, qui m'a proposé d'ouvrir la zone Asie-Pacifique pour le groupe Aéroport de Paris. À l'époque où Aéroport de Paris avait une zone Amérique, une zone Moyen-Orient-Afrique et une zone Asie-Pacifique. Puis j'avais été toujours assez confort dans ma manière un peu structurée, finance, fusion-acquisition, finalement un peu dans une tour d'ivoire au siège d'Aéroport de Paris. Et puis, je me suis mis un petit coup de pied au cul, finalement, pour sortir de ma zone de confort. En plus de ça, j'étais célibataire à l'époque, en 2017. C'est important parce que j'ai rencontré ma femme à Hong Kong. Ok. Et je suis parti à Hong Kong. Et là, pour revenir à ce que j'apporte de différent, j'étais en charge de développer le groupe Aéroport de Paris dans toute l'Asie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire voyager dans toute l'Asie, essayer de monter des consortia, essayer de vendre des consortiums, de vendre des prestations de services, essayer de participer à des privatisations d'aéroports,
des ventes d'aéroports, des constructions de nouveaux aéroports, et montrer que Aéroport de Paris peut, autour d'un groupement international ou local, qu'il s'agisse des Philippines, au Vietnam, en Indonésie, apporter des compétences. Et le fait de travailler avec plein de cultures différentes, de voir plein d'aéroports différents, de sentir des économies, des dynamismes économiques très très différents dans toute l'Asie, parce que même en Inde, d'une région à l'autre, ça n'a absolument rien à voir. Je pense que ça m'a permis d'être davantage curieux, de m'interroger sur les raisons pourquoi on fait les choses, et d'être assez ouvert et tolérant d'une certaine manière. Et puis le dernier point, mais ça je l'ai plutôt consolidé à Madagascar, c'est, je crois que j'ai grandi aussi d'un point de vue managérial dans toutes ces expériences. Est-ce que tu as vu des choses à l'international où tu te dis ça va mettre du temps pour qu'on l'ait en France, voire des choses où tu te dis c'est trop stylé mais on ne le fera jamais en France? Je crois pas. Je crois qu'en France, on sait oser. Moi, c'est la première fois que je viens ici, Station F. Je trouve qu'on a osé des choses déjà il y a quelques années et on n'a pas à rougir de cela. En revanche, le problème de la France, c'est son rythme. Mais c'est le problème de l'Europe aussi. La régulation, c'est un fait, ça permet de cadrer quand il y a des monopoles. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Le problème, c'est le rythme, c'est la vitesse à laquelle on fait les choses. Ce qui est absolument incroyable quand j'étais en Asie et que j'ai retrouvé dans plein de pays en développement, ou qui sont plus rapides que nous et des croissances plus fortes, c'est que d'un voyage sur l'autre, séparé de 1 mois, 6 semaines, on voit physiquement les choses changer dans la ville et dans les espaces. C'est quand même beaucoup moins le cas en Europe. En revanche, c'est de plus en plus le cas à Marseille. Et je retrouve à Marseille, désolé, je deviens peut-être très marseillais, ce que j'ai vu en Asie, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones qui s'appellent Euromed, notamment à Marseille, qui évoluent de jour en jour. Et ça, c'est absolument passionnant et c'est ce qui donne envie de continuer à se battre. C'est quoi Euromed? Alors, Euromed, c'est un très, très grand espace en face du port, là où il y a toute la grande tour CMA-CGM et la Marseillaise, qui était une friche et qui est dans un grand développement immobilier. On va trouver le siège de FreePro là-bas. On va trouver un grand projet qui s'appelle La Plateforme, qui va être une grande école numérique Génial. qui sera là-bas. On a plein de sièges de sociétés, sièges régionaux de sociétés qui se mettent là-bas aussi, comme EDF. Je vous ai parlé de CMA-CGM. Voilà. Donc c'est quelque chose qui bouge énormément et qui fait bouger aussi le centre de gravité de Marseille de plus en plus vers le nord. Et le nord, c'est quoi? C'est aussi les quartiers nord, ceux qui sont dans le plus de difficultés sociales et qui ont besoin de se rapprocher de l'emploi. On va revenir sur Marseille juste après. On avait un peu l'image des aéroports il y a 10-15 ans qui était un peu froid. Tu allais prendre l'avion, quoi. On voit aujourd'hui que ça change. C'est de moins en moins fonctionnel. On va au-delà de la fonction même de l'aéroport. Qu'est-ce qui a changé selon toi depuis les 20-25 ans où tu es arrivé dans l'industrie? Alors, ce qu'on voit et qui est extrêmement clair, c'est que tu viens de le dire, on passe d'un espace fonctionnel à un espace expérientiel. Et chacun va passer l'expérience selon une approche très très différente, je pense. L'aéroport iconique dont tout le monde parle encore et depuis 10 ans, c'est l'aéroport de Changi à Singapour, qui lui est passé dans ce côté expérientiel et satisfaction des passagers poussé à l'extrême. Je ne sais pas si tu l'es. On a tous en tête l'image, en tout cas ceux qui sont dans l'aéroportuaire et ceux qui voyagent en Asie, ce qu'on appelle le Jewel, qui est une espèce de grand dôme, grand centre commercial collé à l'aéroport, où vous avez une espèce de chute d'eau en plein cœur de ce grand dôme. Et voilà, aujourd'hui, on veut vivre ça, on veut vivre le voyage différemment, on veut passer du bon temps. Et je crois que c'est aussi ce qu'attendent les nouvelles générations. Donc c'est ce côté passage fonctionnel à expérientiel qui a énormément changé. Et avant, les aéroports étaient des bâtisseurs. Et depuis une dizaine d'années, les aéroports sont devenus de l'hospitality business. Et c'est vraiment différent dans le mindset. On ne pense plus une infrastructure seulement pour gérer du flux. On pense une infrastructure pour vivre un moment. Station F, c'est exactement ça. Ce n'est pas une infrastructure pour accueillir des bureaux de start-up. C'est faire en sorte que les espaces vivent, qu'on vive quelque chose ensemble et qu'on vive des émotions. Et on essaie de transcrire ça aussi au niveau des aéroports maintenant. C'est vrai. Est-ce que tu peux donner un exemple précis d'une transformation qui a changé la perception des passagers? Alors, à quel endroit? Sur les aéroports?
De manière générale? De manière générale, est-ce qu'il y a une chose où tu te dis là, c'est un déclic, ça y est, on ne nous voit plus pareil? Non, je ne crois pas. Après, ce qui peut changer la perception, c'est des touches réglementaires. On parlait juste avant ce qui s'est passé en 2001, les attentats aux États-Unis, le fait que d'un seul coup, les mesures de sûreté, donc on parle de sûreté lorsqu'il faut sortir ses liquides et qu'on est fouillé, ont été renforcées de manière très, 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 très importante. Donc le voyage a aussi changé à partir du moment où la sûreté a été renforcée. Donc ça, cette perception a pu changer. Après, je ne crois pas qu'il y ait des choses qui aient changé fondamentalement dans les aéroports, qui ont fait changer le voyage. Ce sont les voyageurs ou les passagers qui nous font changer. Ce sont les générations, la mentalité qui change et qui fait que nous, on s'adapte à ces grandes tendances. On peut être précurseur, mais on reste quand même dans des grandes tendances. Quand on regarde aujourd'hui la Gen Z, comment répondre à leurs attentes, leurs besoins, qui est, je crois, de très, très expérientiel. Je me posais la question, parce que effectivement, peut-être que tu pourras nous parler après de l'aéroport Marseille-Provence que vous avez refait notamment avec l'espace low cost. J'ai l'impression que la Gen Z, elle veut à la fois du low cost, mais à la fois de l'expérientiel quasi personnalisé. Comment tu arrives à jongler entre les deux? Je ne crois pas que je ne ferai pas une opposition où il n'y a pas de jonglerie à avoir entre les deux. Alors, déjà, cette Gen Z, il ne faut pas penser qu'elle ne veut plus voyager. Parce qu'on a, sur les 5 dernières années, on voyait que ça dans la presse, cette jeunesse qui ne veut plus voyager, son bilan carbone. Oui, c'est vrai, il y a une part importante de cette génération, mais comme dans les autres générations, qui réduisent leur empreinte carbone de manière volontaire, et c'est tout à fait respectable. Il y a une autre partie qui souhaite continuer à voyager, qui souhaite continuer à découvrir, qui souhaite un peu plus d'aventure peut-être, mais qui est vigilante à la façon dont elle va consommer ou générer son bilan carbone. Donc, il faut pouvoir répondre à tout ça. Pour revenir au sujet low cost, si tu veux, et expérientiel, mais aussi les enjeux de décarbonation, je pense que tout ça fonctionne ensemble. C'est quoi le low cost? Le low cost, c'est permettre à des compagnies aériennes, pour nous en tant qu'aéroport, qu'elles aient des conditions d'exploitation complètement optimisées. Et pour faire ce qu'on appelle un turnaround, c'est-à-dire que l'avion arrive, se pose pour débarquer, réembarque et redécolle, en gros, qu'elle reste au poste de stationnement, comme un parking, 25 minutes. Ok. Et ça veut dire aussi que le terminal qui permet d'emmener les passagers jusqu'à l'avion n'est pas trop cher. On peut faire des choses exceptionnelles avec peu d'argent. Okay. On n'est pas obligé d'avoir du marbre et de l'or partout, comme on va trouver dans certains pays du Moyen-Orient qui ont plus de moyens que nous. Donc maintenant, il faut penser, et je pense que les designers, les sociétés d'architecture d'aujourd'hui savent penser à un objet simple, avec des matériaux simples et peut-être plus respectueux de la nature, mais dans lesquels on va créer des espaces. Et c'est vraiment ça, c'est créer des espaces différents au sein d'une infrastructure. Donc pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. Après, il faut qu'on soit vigilant, parce qu'il ne faut pas que ce soit des espaces trop compliqués. Parce que derrière, quand on exploite un aéroport, ensuite, il y a des coûts très, très, très importants. Justement, est-ce que tu peux pour ceux qui ne connaissent pas forcément comment fonctionne un aéroport, tu peux parler un peu du modèle économique? Il y a 3 grands revenus, en fait, souvent. Le commerce, qui prend de plus en plus de place. C'est quoi, 30% aujourd'hui dans un aéroport? Oui. Je vais te donner les masses. On va prendre les exemples pour aéroport Marseille-Provence. Aéroport Marseille-Provence, c'est plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre EBITDA ou EBE, je pense que vous parlez la marge d'exploitation, excédent brut d'exploitation ou EBITDA, s'approche de 80 millions d'euros. C'est très important. Pourquoi c'est très important? C'est parce qu'on est un business d'investisseurs. On investit beaucoup. On va d'ailleurs investir sur les 5 prochaines années 300 millions d'euros en propre, plus contribuer à un projet de 100 millions d'euros d'immobilier sur la plateforme aéroportuaire. Le business model de chiffre d'affaires, pour simplifier, tu as à peu près 50 à 60% qui est uniquement ce qu'on appelle, nous, de l'aéronautique. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle des redevances passagers pour utiliser le terminal, des redevances de stationnement pour qu'un avion stationne, des redevances d'atterrissage pour qu'un avion atterrisse. Ça, tu le trouves dans le billet d'avion. C'est souvent, de manière un peu exagérée, appelé taxe d'aéroport. Mais taxe d'aéroport, c'est plein d'autres choses. Mais donc, c'est souvent dans cette espèce de gros basket de taxe d'aéroport. Et tu as ce qu'on appelle des taxes sécurité-sûreté. Là, c'est vraiment des taxes. Les taxes, c'est un impôt.
pour financer, ce dont on parlait précédemment, la sûreté, notamment le filtrage des passagers. Ça, c'est un service public qui assure la sûreté et aussi la sécurité des passagers. Donc ça, c'est 50 à 60%. Et c'est ce qu'on appelle régulé. Pourquoi c'est régulé ? Parce que depuis des décennies, les aéroports ont souvent été en monopole. Tu n'as pas d'autre choix que de passer par l'aéroport de Paris si tu veux aller à Shanghai. Quand tu es à côté de Marseille, tu n'avais pas d'autre choix, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc c'était régulé. Donc ça veut dire que si c'est régulé, c'est qu'on ne peut pas gagner plus d'argent que la juste rémunération des capitaux investis. Le juste coût qu'attendent tes actionnaires et le juste coût de la dette. Et donc c'est-à-dire que c'est capé. Tu ne peux pas gagner plus. Mais comme c'est régulé, il te permet de ne pas gagner moins non plus. Donc c'est juste une juste rémunération. Et puis, ça veut dire quoi si c'est de la juste rémunération ? C'est que tu ne crées pas de valeur. Parce que pour créer de la valeur pour tes actionnaires, il faut que tu dépasses la juste rémunération du marché. Et donc pour créer de la valeur, on a une autre poche qui est ce qu'on appelle l'extra-aéronautique. Tu viens de citer les commerces, c'est tout à fait un sujet important de création de valeur. Tu as un autre élément important pour un aéroport de province comme le nôtre, les parkings. Parking, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Colossal. Sur les 200 ? Sur les 200. C'est très, très, très important. Et donc, il faut qu'on soit aussi extrêmement innovant, qu'on fasse du cross-sell, de l'upsell. Il y a plein de sujets d'apporter de nouveaux services sur... Tu as donc les commerces, les parkings, l'immobilier. L'immobilier, c'est très, très important. Nous avons 650 hectares en gestion. On a identifié aujourd'hui un peu moins de 100 hectares qu'on peut encore développer en pur immobilier. Immobilier tertiaire, immobilier de fret, immobilier logistique, immobilier défense aéronautique pour les armées. On est une zone très, très importante avec la base d'Istres, Salon de Provence, pour toute la région sud et les armées françaises. Et puis dans un contexte géopolitique assez compliqué. Et puis tu as un autre élément qui fait partie de cet extra-aéronautique qui est quand même très important, c'est location de voitures. On est aussi un aéroport qui accueille beaucoup de touristes. Et donc quand tu vas visiter une région comme la Provence, tu as besoin quand même d'une bagnole. Donc voilà, donc ces activités extra-aéronautiques, elles ne sont pas régulées, elles ne sont pas capées en rentabilité. Et donc c'est avec ces activités-là qu'on crée de la valeur. Et comme on crée de la valeur, on rend nos actionnaires heureux, mais on crée aussi des marges de manœuvre pour continuer à investir. Voilà. J'ai vu que vous aviez un gros projet du coup immobilier autour de l'aéroport pour à la fois accueillir des bureaux, des commerces supplémentaires. Est-ce que tu peux en parler ? Alors, en fait, nous, on distingue très souvent en immobilier aéroportuaire ce qui s'appelle de l'immobilier de la zone publique, donc qui est du côté de tes parkings, de quand tu viens de la route qui vient de la ville, etc. Et après, de l'immobilier qu'on appelle en zone réservée, qui est du côté des pistes, très souvent. Là, on parle de l'immobilier en zone publique et qui est proche de la RD20, route départementale numéro 20, qui est la principale route qui dessert l'aéroport Marseille-Provence. Là, on a du foncier disponible. On a déjà des hôtels, plutôt de bonne qualité d'ailleurs, et sur 5,5 hectares, on va sortir de terre 30 000 m² avec un promoteur qui est Vinci Immobilier d'ici 2030-2031. Le premier immeuble devrait être livré en 2020, fin 2028, début 2029. Et on a exactement la même superficie, un peu plus, même 6 hectares, juste à côté, pour qu'en 2030-2035, on développe à nouveau peut-être 30 à 35 000 m² de bureaux supplémentaires. On est une zone d'attractivité très très importante pour beaucoup d'entreprises. Il y a plein de gens, plein de zones résidentielles là où nous sommes. Et tout le monde n'a pas envie d'aller chercher des bureaux soit dans Marseille, c'est un peu plus cher, soit à Aix, ou à côté d'Aix, où il y a aussi des centres économiques très importants. Et donc, on est aussi une zone qui a du foncier disponible, ce qui est très difficile à trouver à Marseille. Donc, gros projet, 100 millions d'euros là, sur les 5 prochaines années. Je ne sais pas encore en 30-35 quel sera le montant d'investissement, probablement équivalent, et qui va créer de l'emploi et aussi permettre à Airbus Hélicoptère, premier site industriel d'Airbus Hélicoptère en Europe, de continuer à se développer, puisqu'on va aussi proposer des bureaux supplémentaires à Airbus Hélicoptère. On va parler maintenant fluidité digitale et nouveaux usages. Aujourd'hui, quels sont encore les principaux points de friction dans un parcours passager ? Tout. Je pense qu'à partir du moment où on prend l'hypothèse que le voyage commence au départ de chez soi, de son appartement, de sa maison, c'est là où commencent les emmerdes. Comment je vais y aller ? Est-ce que je vais avoir des bouchons ? Est-ce qu'il y a des transports en commun ? Ensuite, comment je vais me garer ? Et si j'arrive avec la gare routière, combien de temps je vais marcher ? Ensuite, où est-ce que je trouve mon enregistrement ? Comment je m'enregistre ?
Et en fait, c'est un ensemble de ruptures de charge. Donc notre objectif, c'est la fluidité. Et la fluidité, elle commence à mieux connaître nos clients, pouvoir communiquer avec eux, les informer davantage. Donc ces points de friction, tu les trouves tout le temps, partout. Et donc notre bataille, c'est vraiment de lutter contre tous ces points de friction qui sont sur le sujet de la fluidité. Et après, point de friction, mais qui est plutôt un challenge, c'est qu'aujourd'hui, nous, Aéroport Marseille-Provence, on est 380 employés. C'est rien. Quand tu penses que la plateforme Aéroport Marseille-Provence, c'est 4580 emplois. Donc on est chef d'orchestre à 380 pour 4580 emplois, enfin moins de 380. Donc nos points de friction, mais qui, comme je le dis, sont plutôt un challenge, c'est comment on fait en sorte de créer une véritable communauté où, le terme est un peu galvaudé, mais on peut avoir comme un standard de service. Quand tu parles à n'importe qui, que ce soit un employé Aéroport Marseille-Provence, un employé d'un assistant en escale, d'une compagnie qui travaille là-bas, tu sais que tu es à Marseille, dans les bons sens du terme. Et ça, c'est le challenge des 5 prochaines années. Standardiser le rapport, montrer qu'à Marseille, toute personne avec qui tu vas interagir en tant que passager, tu es dans une atmosphère, un environnement culturel et historique différent de Nice, de Montpellier, de Paris, de Brest, de Bordeaux. Vous n'avez pas trop, on va dire, la main sur la plupart des employés du coup qui sont dans l'aéroport, parce qu'il y a plein de prestataires. Comment vous arrivez à faire passer ces messages? Comment vous pouvez un peu les imposer en disant, les gars, quand vous allez rejoindre l'aéroport Marseille-Provence, c'est comme ça qu'il faut dire bonjour, c'est comme ça qu'on vient sourire, c'est comme ça qu'on vient orienter? On n'impose rien, on convainc. On ne peut pas imposer. Et c'est ça le challenge, c'est ça qui est assez sympa. C'est de se dire qu'on va travailler avec toutes ces boîtes-là, les convaincre qu'on a toutes les raisons de gagner ensemble, plus de passagers, plus de satisfaction. Il y a un sentiment de fierté, finalement. Puis il y a un sentiment d'appartenance sur lequel on va jouer. On est à Marseille-Provence, on fait les choses, pas dire mieux, mais différemment. On se distingue. Et c'est là-dessus que je vais jouer. Parce que la fierté est très forte dans certaines régions françaises. Elle est très forte à Marseille. Ça, je l'ai vu et je l'ai beaucoup utilisé comme levier quand j'étais à Madagascar. Travailler sur la fierté, aller chercher des récompenses reconnues dans le secteur aéroportuaire mondial, aller chercher ensemble, ça permet de mobiliser toute une communauté. Et je pense que c'est un levier qui fonctionnera à Marseille. Donc c'est pas gagné, c'est notre ambition. Voilà, on commence. Mais vous avez tout pour tout à Marseille. Je suis très confiant. Ça marche. Parmi tous les clients avec qui on travaille, vous êtes peut-être l'exemple qu'on cite le plus. Parce que j'ai la conviction que vous êtes, je crois en tout cas, que vous êtes le premier aéroport au monde à avoir compris que si des gens s'assoient à cause de la recharge, c'est des gens qui sont dans la mobilité, qui sont moins dans la mobilité, c'est une grosse friction. Comment tu pourrais expliquer, avec l'expérience que tu as dans les aéroports, que Marseille soit quasiment l'un des seuls aéroports à avoir compris que si les gens s'assoient, en fait, c'est du trafic en moins? Alors, je ne vais pas répondre directement à cette question parce que je pense que c'est plutôt dans l'ADN de Marseille. Je te donne un exemple très important. Marseille est le premier aéroport dans les années 2006-2008 à avoir ouvert un terminal low cost. Nous sommes les seuls à avoir fait ça en France en 2006-2008. Aujourd'hui encore, une compagnie comme Ryanair estime que notre terminal low cost, le terminal 2 à l'aéroport Marseille-Provence, est l'un des terminaux les plus efficaces d'Europe pour gérer du low cost. On a dans cet ADN, je ne sais pas l'expliquer, et c'est pour ça que je suis super content de travailler pour Aéroport Marseille-Provence, cette capacité à être assez agile, à oser des choses. Il ne faut pas le perdre. Et je pense que les équipes d'innovation, une dynamique d'innovation qu'on essaie de dynamiser de plus en plus, ils ont eu le nez creux sur ce que tu viens d'expliquer. On ose peut-être un petit peu plus, on se permet de faire les choses. Et puis, maintenant on va être un peu plus rationnel. Il y avait un constat quand même, c'est qu'on n'était pas du tout bon en termes de chiffre d'affaires par passager ou le panier moyen dépensé dans nos boutiques. Ça, on n'était pas bon. Donc ça contribuait de toute façon à améliorer les choses. Mais on a osé. Et encore aujourd'hui, certains passagers se questionnent de pourquoi on a ces batteries mobiles en quelque sorte. Mais je crois que ça prend extrêmement bien. Voilà. Tu es en train de me dire que l'ADN de Marseille, c'est finalement à jamais les premiers? Oui, mais c'est une évidence. J'avais même pas besoin de le citer, mais il y a un petit peu de ça. Mais c'est ce qui est très intéressant dans ce que dit Lucas, c'est que cette phrase, elle est très très forte sur la notion de fierté et d'appartenance. Je suis d'accord. Et ce levier pour une entreprise, c'est du pain béni pour moi.
Comment les attentes ont évolué avec les nouvelles générations, notamment la Gen Z? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a faire ce lien entre voyage responsable, voyage fluide et expérience. Aujourd'hui, on a 2 terminaux chez nous. On a un terminal 1 historique qui a été modernisé, rénové depuis 3 ans avec l'architecte Foster. On a plusieurs architectes qui ont travaillé sur ce terminal sur les 50 dernières années. Pouillon, qui est un grand architecte aussi, qui a travaillé beaucoup à Marseille, qui a refait le Vieux-Port, Foster, Rogers, bon, ça pour ceux qui connaissent l'architecture, c'est assez impressionnant. Mais là, c'est notre terminal, ça s'appelle Legacy. C'est les grandes compagnies qui ne sont pas low cost, Air France, ITA, qui revient à l'ancienne Air Italia, SAS, les Scandinaves, British Airways, voilà, et plein d'autres compagnies, ce qu'on appelle Legacy. Et ça, c'est un certain niveau de service. C'est pas pour cette Gen Z. Alors, Gen Z aime ça. Mais notre terminal Gen Z, c'est le terminal 2. Le terminal 2, c'est 4,5 millions de passagers que nous avons accueillis l'année dernière sur les un peu plus de 11 millions au total. C'est notre terminal low cost. C'est quasiment que Ryanair qui est dedans. Mais alors, franchement, l'expérience client est dramatique. Ok. Et cette Gen Z, lorsqu'on fait nos études clients, nous fait le ressentir extrêmement violemment. Donc on est lancé dans un projet de rénovation et de modernisation du Terminal 2 pour réussir, avec un programme d'investissement de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, de tout rénover, repenser l'expérience de la Gen Z, laquelle Gen Z, quand ouvrira ce terminal de rénover en 2031-2032, ben finalement, représentera, avec la génération qui va suivre, la moitié de nos passagers. Ouais. Donc, c'est absolument clé. Donc, faire cette synthèse, c'est penser à digitaliser au maximum. Ouais, c'est quoi quand tu leur poses les questions sur les frictions ou ce qu'ils veulent, le top 2, top 3, c'est quoi des retours, tu sais? Alors, digitaliser. Ok. C'est-à-dire que je veux que ce soit fluide, mon téléphone, fais tout avec. Okay. J'ai pas besoin d'avoir forcément de rencontres d'interpersonnel. J'ai besoin d'avoir des lieux rassurants, des espaces peut-être de restauration, des espaces de détente qui ont une âme, qui ont un ADN particulier. J'en ai aucune idée. Voilà, on est là, on est dans une salle qui fait de podcast avec des lumières. Bon, on peut imaginer un endroit qui fait la même chose, qui est extrêmement chaleureux. Voir des choses différentes aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut plus avoir toutes ces grandes marques internationales de restauration. On veut de la marque locale et on veut de la marque qui nous fait découvrir. Moi, j'avoue que c'est un truc qui, dans un aéroport, m'agace un peu. C'est que j'ai l'impression que la mondialisation vient un peu aplanir les cultures et qu'on retrouve à chaque fois la même chose dans tous les aéroports. C'est tout à fait le sujet. Et donc, c'est ça que nous devons changer. Le Terminal 2 doit être ce laboratoire d'expérimentation oui à la mondialisation d'une certaine manière de l'offre de voyage, mais non à la mondialisation de mon expérience au quotidien. J'ai besoin qu'elle soit plus culturelle, qu'elle soit plus ancrée dans le territoire, qu'elle représente ce que je suis, soit ma génération, soit mon sentiment d'appartenance à la Provence, et ça, on doit le retrouver. Mais on doit le retrouver pour cette Gen Z qui voyage au départ de Marseille vers le monde, mais aussi parce qu'on a envie que ce premier point d'entrée du monde en France et en Provence soit représentatif de ce qu'on sait faire en Provence. Et c'est ça le plus important. Première impression, dernière impression, c'est à l'aéroport pour des Américains, pour des Chinois. C'est vrai. Donc il faut absolument qu'on soit au top niveau là-dessus. Donc faire la synthèse, elle n'est pas complètement évidente, mais c'est pour ça qu'on ne fait pas ça seul. Et qu'on s'entoure d'architectes, de designers, de comportementalistes, qu'on fait des études. Donc je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense qu'elle va se construire, cette réponse. Je me pose vraiment la question dans le commerce ou même dans un aéroport, entre est-ce que j'ai envie que zéro friction et que tout soit digitalisé et que finalement je n'ai pas forcément d'interaction humaine mais que ça déroule, ou non, c'est quand même pas bien, c'est quand même bien d'avoir un caissier, une caissière qui soit là pour moi. Quand tu es président d'un aéroport, comment tu viens jongler entre il faut de l'humain mais d'un côté ça peut aller plus vite si on part en full digital? C'est quoi les interrogations que vous avez? Tout le monde n'a pas besoin de l'humain. Ça, c'est le premier point. Il faut le respecter, il faut l'accepter. C'est une génération qui n'a pas forcément envie d'interagir de la même manière. Il y en a qui ne peuvent interagir qu'avec leur téléphone et qui n'appellent jamais, qui n'envoient que des messages.
Mais le plus important pour moi, c'est que quand on va digitaliser au maximum, quand l'IA va nous permettre de faire de plus en plus de choses, ça n'est pas pour enlever l'humain, c'est Pour le pour remplacer, mieux bien sûr. déployer Ça, les équipes d'Aéroports Marseille-Provence et de nos partenaires sur le terrain. C'est avoir plus de mobilité. C'est être éventuellement plus au contact de gens qui sont en difficulté, en détresse, en stress. C'est ça, moi, le point le plus important. C'est que les gens n'attendent plus derrière un comptoir, derrière une caisse, pour un service X ou Y. Ils sont en mobilité, ils sont dans la rencontre et dans le contact. Pas de ceux qui ne veulent pas, mais de ceux qui en ont besoin. Et les générations au-delà de la Gen Z en auront toujours besoin. En tout cas, une partie d'entre elles. Et peut-être que les générations futures reviendront à cela. Donc, l'humain reste absolument clé dans le voyage pour aider ceux qui en ont besoin. au bon endroit, quoi. Exactement. J'ai vu que vous avez une stratégie 2030 qui a été diffusée, qui a été bien diffusée en interne. Amplitude, c'est ça? Ouais, amplitude 30. Avec AMP, Amplitude 30. Dans 5 ans, mais du coup maintenant dans 4, comment on saura que ta stratégie a fonctionné? Alors, on a quelques indicateurs, mais comme toute entreprise, qui permettent de donner un cap, des indicateurs sur la décarbonation, des indicateurs sur l'utilisation des transports en commun, des indicateurs de programmes d'investissement, des indicateurs sur, on a parlé du chiffre d'affaires extra-aéronautique dans les commerces, des indicateurs sur le capital humain, qui sont très très importants, sur la formation managériale. On a parlé de cette communauté de 4580 personnes. On a un indicateur pour avoir formé 1000 ambassadeurs sur cette communauté, sur alors ce que j'ai, pour simplifier, appelé standard de service. Voilà, donc on a vis-à-vis de notre conseil de surveillance, on a 25 indicateurs, en interne évidemment on en a des centaines, mais voilà, on a 25 indicateurs clés qui représentent, qui incarnent de manière assez triviale et facile à comprendre notre trajectoire autour de la décarbonation du capital humain, de la satisfaction des passagers, de l'investissement et aussi de continuer à être rentable. En tant que citoyen, on ne regarde pas tous ces chiffres-là, mais si on avait un qu'on regarde, c'est peut-être le trafic. Je dis, vous êtes à 12 millions de passagers. Un peu moins, on est à un peu plus de 11 plutôt. On se met un peu plus de 11. L'objectif dans 5 ans, c'est quoi? Alors, on n'a pas d'objectif de volume. Parce qu'aujourd'hui, le volume, alors, je pense qu'on a un peu tous changé en Europe. On ne cherche plus le volume, on cherche plutôt de la qualité. Et on cherche, nous, à Aéroport Marseille-Provence, à servir notre territoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on va essayer de développer des routes, des destinations, on va regarder 3 choses. La première, c'est est-ce que cette route va être servie par un avion de nouvelle génération? Les avions de nouvelle génération, ils consomment moins en termes de carburant. Alors, ils sont certes plus rentables du coup aussi, mais finalement, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et ils sont aussi souvent moins sonores. Et c'est très important aussi pour les communautés qui vivent autour d'un aéroport. Deuxième axe extrêmement important, est-ce que cette ligne va faire en sorte que les passagers qui vont la prendre vont être rentables pour Aéroport Marseille-Provence? Est-ce que c'est une destination où on sait que cette typologie de passagers va dépenser dans nos commerces, par exemple? Troisième point important, et là on revient au sujet du territoire aussi, c'est est-ce que c'est une ligne qui fait plus d'import ou d'export? D'import, c'est-à-dire que ce sont les gens qui viennent de Shanghai et qui viennent en Provence, ensuite qui repartent. Export, c'est, je le fais de manière un peu excessive, c'est passer sur l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille à Riga. Okay. Ça ne nous intéresse pas du tout, ça n'intéresse pas le territoire. Donc on va plutôt aller chercher de l'import, de l'avion de nouvelle génération et des profils de passagers qui rapportent aussi à l'aéroport. Super intéressant. Donc c'est vraiment une approche différente. Le volume est important, mais ça n'est plus un driver de notre prise de décision. J'avoue que c'est quasi la balance commerciale directe. Exactement. C'est oui, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai en tête une image il y a un cosmétique pour enfants, Mustela. Voilà. Oui. Je crois de mémoire, on m'avait raconté ça, je crois que c'est une... Les crèmes. Ouais, exactement. Et pas du jour au lendemain, mais quasi, je crois qu'ils ont arrêté les lingettes. C'était leur cache-co. Ok. Mais derrière, ils se sont remis sur quelque chose qui crée plus de valeur pour leurs clients, plus de valeur aussi pour les actionnaires. Donc ils ont peut-être moins de chiffre d'affaires, mais leur marge est probablement beaucoup plus élevée. Et alors nous, on ne cherche pas à avoir moins de chiffre d'affaires, mais c'est un peu ça. On va être plus sélectif dans la manière de faire. Non, mais je t'apprendrai, mais tu es quasi un maire du village. Quand tu es dans un aéroport, tu as tellement de parties prenantes que
ce côté territoire est hyper important si tu veux aussi convaincre derrière, politique ou pas, public. Et tu as raison, il est clé. Alors, quand je suis arrivé, j'ai défini un rapport au territoire sous forme de différents cercles concentriques. On a un premier cercle qui est de travailler au quotidien avec les 3 communes qui jouxtent l'aéroport. C'est lesquels pour... Donc, on a Vitrolles, Marignane et Saint-Victorin. Et donc, qui ont, pour la plupart, le plus de nuisances. Donc, il faut travailler avec eux. Deuxième cercle concentrique, j'ai défini de manière un peu arbitraire, mais bon, je crois que ça fonctionne à peu près. Un cercle avec un rayon de 15 km. On a 23 communes. Pourquoi 15 km? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semblait représenter ceux qui bénéficiaient ou subissaient le développement de l'aéroport. Et après, un troisième cercle, mais qui n'est pas vraiment géographique, qui travaillait avec les mastodontes économiques de la région, que sont Marseille, Aix-en-Provence, Salon de Provence, et bientôt, bien sûr, les collectivités, le département, la métropole, la région, etc. Et donc, qu'on puisse travailler avec chacun pour montrer qu'un aéroport, ça n'est pas que des effets négatifs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs en termes de retombées économiques, en termes de vitrine du territoire, en termes de vitrine pour le monde. Et ça, la plupart le comprennent très, très bien. Et c'est pour ça je crois qu'il y a plutôt consensus autour du développement de l'aéroport, à condition qu'il soit maîtrisé. Est-ce que tu as une conviction forte que tes homologues dans d'autres aéroports ne partagent pas? Non, je ne crois pas. Je crois que la communauté aéroportuaire, elle est extrêmement soudée. On rencontre les mêmes enjeux, les mêmes complexités. On est confronté aux mêmes enjeux macroéconomiques, aux mêmes situations. Quand il y a une crise au Moyen-Orient, on subit tous le sujet. Donc on est, je trouve, assez soudés. On a des profils différents dans nos aéroports. Certains sont plus internationaux, certains sont très dépendants du domestique, certains sont très dépendants de 2 compagnies aériennes. Mais au sein de l'Union des aéroports français, qui est le syndicat des aéroports français, je crois qu'il y a une véritable cohésion. Donc on voit les choses de la même manière. Dans votre stratégie, je ne pensais pas du tout à cette question, mais dans votre stratégie de choisir des destinations ou du moins des compagnies, est-ce que les enjeux géopolitiques peuvent influencer typiquement aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient? Est-ce que tu peux te dire, balance commerciale, ça peut être quand même canon, on peut se dire qu'ils peuvent quand même pas mal consommer sur le territoire, mais étant donné que peut-être tous les 5 ans, il peut se passer quelque chose, on va essayer de ne pas être dépendant de cette région. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez ou pas forcément? Alors, en fait, ta question, oui, tu as raison, mais ta question, elle ouvre plutôt un sujet sur lequel on travaille, qui est comment être moins dépendant du trafic aérien. C'est ça le sujet, finalement. Quand tu vois une crise Covid, ça a été absolument dramatique, la situation des aéroports, des compagnies aériennes. Et donc, nous, notre objectif, c'est aujourd'hui d'être moins dépendant. Quand on fait de l'immobilier, on parlait d'un grand projet de 30 000 m² qui va sortir de terre d'ici 2030. Les locataires ne seront pas liés à l'aviation. Ils seront liés à la dynamique de notre territoire. Donc, on se dérisque en ayant du chiffre d'affaires qui peut rentrer en cas de crise. Après, pour répondre plus spécifiquement à certaines destinations et les risques géopolitiques, non. On ne va pas forcément regarder ce genre de choses. D'autant plus que nous sommes aussi un service public. Nous ne pouvons pas refuser du trafic. Donc si demain, une compagnie... Non, on ne peut pas. On doit accueillir tout le monde. Bien sûr, si on a la place de les accueillir, mais on doit accueillir absolument tout le monde. En revanche, on peut essayer de démarcher, d'inciter, d'inspirer des compagnies aériennes, de dire venez à Marseille, ça vaut réellement le coup. Un travail colossal que nous faisons depuis maintenant 2 ans et qui, j'espère, se concrétisera dans les 12-18 prochains mois, c'est travailler sur une ligne directe entre Marseille et les États-Unis. Aujourd'hui, entre Marseille et les États-Unis, il y a 60 000 passagers qui voyagent, mais en indirect, en faisant une correspondance à Paris, à Londres ou à Amsterdam. C'est pas normal. Avec 60 000 passagers, moi, je te remplis déjà 3 avions par semaine. Ça, c'est quand? C'est en 2025. 2025. Donc, il n'y a pas de raison. Statistiquement, on a tout pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de lignes directes. Nous sommes d'ailleurs, on parlait avant notre entretien de la Chine, on est le seul aéroport de province en France à avoir une ligne directe sur la Chine, avec Shanghai. Donc c'est très, 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 très important de montrer que notre territoire, il peut se permettre d'avoir des lignes directes sur des grandes destinations, parce qu'on attire les investisseurs, on est extrêmement dynamique, et puis aussi il y a un potentiel touristique colossal qui s'est déjà bien transformé. Dernière petite section que j'avais envie d'aborder, c'est construire une vraie expérience méditerranéenne. Vous parlez d'hospitalité, je voyais dans votre communication, vous avez envie
que quand un voyageur arrive dans l'aéroport, ils comprennent qu'il est à Marseille, qu'ils comprennent qu'il est dans la région en tout cas. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que quand on mette le premier pied dans l'aéroport, on se sente en Provence? Alors, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que de manière un peu cliché, je ferais mettre un petit son. Ouais, j'ai pas osé j'ai pas osé te le dire. Mais si, mais faut oser. Alors, moi, c'est un peu ce que je dis aux équipes. Après, je répondrai plus à ta question. Arrêtons d'être trop sophistiqués. Il faut du kitsch. Le kitsch, c'est un côté un peu subjectif quand je le dis, mais c'est très important. Nos passagers, ils veulent pas un truc trop sophistiqué. On veut le voir, on veut que ça nous tombe dessus. Donc, n'allons pas faire un petit rappel de couleur sur le bordure d'un mur parce qu'il y a de la... Ouais, un petit clin d'œil de lavande. Non, non, on y va à fond. D'accord ? Voilà, il faut trouver le bon dosage. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de créer, encore une fois, des ambiances qui peuvent être sonores, qui peuvent être olfactives. On réfléchit, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'aéroports. Il y en a beaucoup en Asie, mais pas en France, Qui ont une identité olfactive. Donc, on réfléchit à ça. On s'assure que l'offre commerciale, à l'arrivée pour la publicité, au départ pour la publicité, pour les commerces, pour la restauration, on représente une grande partie d'annonceurs ou de prestataires locaux. On s'est d'ailleurs donné comme objectif, on en a parlé sur les objectifs stratégiques 2030, d'augmenter l'assortiment local en publicité, en food, etc., de 15% aujourd'hui à 22% en 2030, dans l'ensemble de notre assortiment. Donc, continuer à avoir des annonceurs type l'OM, type CMA-CGM, type Honnête, très très grosse entreprise de facility, de services dans notre aéroport. Avoir des points de restauration qui représentent peut-être le street food aussi Marseille, on n'a pas encore réussi à bien le faire. On doit travailler là-dessus. Ça va être aussi dans du design intérieur. On a, avec la rénovation de notre terminal 1, le fameux Legacy Terminal, repensé complètement nos espaces d'assises. Et si tu y vas prochainement, mais je crois que tu y vas en train, mais on peut organiser une visite, tu verras qu'on a créé des espaces calanques. Et quand tu y es, tu regardes la moquette et tes assises et tes bancs, et tu as vraiment l'impression d'être assis sur les rochers des calanques. Tu as des espaces, là qu'on est en train d'ouvrir, ça s'appelle le quai. Pensez à un quai du Vieux-Port où il va y avoir d'ailleurs des pop-up stores. On a en zone publique, dans le grand hall d'enregistrement, on a un potentiel, on n'a pas encore fait, on réfléchit, d'avoir un cours provençal, où là, tu es plutôt dans le côté Provence arrière-pays. Donc, il faut penser ces espaces, les designer de cette manière-là pour qu'on sache où on est. Et on doit se distinguer. C'est la manière, si tu veux, d'avoir la satisfaction des passagers, mais aussi de plébisciter que les passagers aient envie de passer par Marseille plutôt qu'un autre aéroport. J'ai vu dans vos communications aussi, vous parlez pas mal de casual travel. Ça veut dire quoi concrètement pour un passager qui arrive à Marseille? Alors, déjà, il n'y en a pas d'autres aéroports qui ont pensé au casual travel. C'est viens comme tu es, on te mettra en valeur. Tu trouveras tout ce que tu veux qui correspond à la manière dans laquelle tu t'habilles, ce que tu veux consommer. Le voyage n'est plus un moment de stress. C'est un moment de détente, c'est un moment où les convenances sont différentes. Et finalement, on individualise chaque passager et on essaie de trouver un service qui lui correspond. C'est vraiment ça, le côté casual travel, c'est le côté un peu lifestyle aussi. On peut être précurseur de certaines approches. C'est pour ça que l'innovation vient contribuer à ce côté précurseur, ce côté un peu lifestyle. On va trouver, comme je viens de te dire, des points de restauration. On va trouver peut-être des marques à un moment qui seront très représentatives de l'esprit lifestyle. C'est nouveau. On l'a lancé il y a 6 mois, cette marque lifestyle. Voilà, maintenant, il faut la faire vivre, il faut la déployer dans notre rapport aux passagers, dans notre rapport aussi en interne avec nos collaborateurs pour avoir une véritable marque employeur qui intègre, qui est non discriminante. Et je pense que c'est assez clé. Et puis, je pense qu'on capte aussi une génération qui attend quelque chose de plus simple dans le rapport au travail, dans le rapport à l'infrastructure. Donc, il y a le fait que ce soit peut-être en anglais, ça peut aider aussi à montrer qu'on s'ouvre à autre chose et on reste un service public, mais on n'est pas trop institutionnalisé. Mais c'est vrai que pour notre génération, même si je commence à en sortir, quand tu arrives dans les aéroports et que tu vois que des marques de luxe, tu te sens pas, t'as l'impression qu'on ne parle pas du tout, que l'aéroport n'est pas pour toi. Même si j'imagine qu'en termes de panier moyen, même s'il y a une vente, même s'il y a moins de ventes quand ça prend du LVMH, ça doit augmenter le panier moyen assez fortement.
Mais j'avoue que ça peut parler à beaucoup de monde, le casual travel, de dire que tu peux rentrer dans une boutique, dans un aéroport, c'est pas interdit, quoi. Il y a ça. Alors après, il faut quand même distinguer un aéroport comme Marseille et un aéroport Bien sûr. hub où il y a des boutiques sûr, de bien luxe. Parce qu'il y a dans ces aéroports besoin. des passagers qui Ouais, ont bien sûr. le pouvoir d'achat. Nous, on ne l'a pas de toute façon. On l'a assez peu. Donc, il faut qu'on aille sur un autre créneau. Mais ce n'est pas forcément pour avoir des grandes marques de fast fashion dans notre aéroport. Il faut trouver un créneau qui nous distingue. C'est comme ça, encore une fois, qu'on va marquer la différence et qu'on va donner l'envie de voyager par aéroport Marseille-Provence. Quand on est directeur d'un aéroport, c'est quoi les talons? On se compare avec qui? On se compare avec d'autres aéroports? On se compare avec des centres commerciaux comme Westfield qui sont extraordinaires en termes d'expérience? Que c'est l'hôtellerie qui vient être notre comparateur? Où est-ce que vous allez chercher vos sources d'inspiration? Alors, il faut distinguer, je pense, 2 points. À titre managérial, en tant que manager, et dans la prise de décision de ce qu'on veut mettre comme dynamique au sein de l'aéroport. Dans mon rôle de manager, tout autre manager m'inspire, quelle que soit l'activité dans laquelle il est, des bidets, du facility, de la construction. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de partager ces expériences de manager et de voir comment on peut faire mieux pour accompagner une dynamique d'entreprise. Après, pour savoir comment transformer l'aéroport, c'est se confronter, et c'est tout à fait juste, à tout ce qui tourne autour de l'hospitality business. Comment font-ils ailleurs pour rendre un service au top du top? En France, évidemment, en Europe, un peu, mais surtout ailleurs. Allons voir ce qui se passe ailleurs. Je reviendrai là-dessus. Autre point clé, c'est se frotter à l'innovation. Pourquoi? Parce que ça nous apporte des idées et parce que ça change notre mindset. Et ça, c'est absolument clé. Le problème du mindset d'aéroports comme nous, c'est que la plupart des collaborateurs à l'aéroport Marseille-Provence n'ont quasiment vu toute leur vie que l'aéroport Marseille-Provence. Et après leur cercle social, leurs amis, pour d'autres entreprises. Et le plus important pour moi, c'est qu'ils continuent à éveiller leur curiosité et continuent à oser avoir des idées aussi étonnantes soient-elles. Il faut surtout essayer. Et je reviens sur ce sujet de la curiosité, de voir ce qui se passe ailleurs. Pour une grande partie des cadres supérieurs chez moi, je leur dis plutôt non, on ne va pas vous payer des formations. En revanche, ce que je veux, c'est qu'une semaine par an, vous partiez. Vous allez faire 4-5 aéroports où vous voulez. Vous allez rencontrer les gens, vous allez visiter ces aéroports, vous allez prendre des idées. Elles ne seront pas forcément bonnes, mais vous allez surtout garder votre œil et votre curiosité. C'est le plus important. C'est le seul moyen de réussir, c'est d'être curieux et d'oser. Tes équipes sont bienvenues à Station F quand elles le souhaitent, si ça leur fait du bien et si elles peuvent voir quelque chose ailleurs. Est-ce que votre ambition, c'est que les gens reconnaissent Marseille dès qu'ils posent le pied dans l'aéroport? J'ai l'impression que tu m'as dit oui tout à l'heure. Alors Marseille et la Provence. Et la Provence. D'où dans le nom d'ailleurs. Absolument. Parce on sert un territoire extrêmement. Les Bouches-du-Rhône ne représentent que 49% des passagers que nous avons. Le reste va là. Tu as le Var, tu as le Vaucluse, et tu as 15% de nos passagers qui ont fait peut-être 3 heures de route pour venir. Ouais, bien sûr. Et l'OM dans tout ça? Parce que quand il n'y a pas encore l'identité OM dans l'aéroport, est-ce que c'est un sujet... Je peux pas pas trop faire de spoiler là-dessus, mais ça va venir. Ok. Dernière question et après un dernier jeu. Si tu devais inviter une personne du monde aéroportuaire sur ce podcast, ça serait qui? Et surtout pour parler de quoi? Tu ferais face cam. Là, je pense que cette caméra ou cette caméra? Ouais, qu'importe, on a les deux. Je pense que le président directeur général de Aéroport de Paris, du groupe Aéroport de Paris, est quelqu'un d'exceptionnel humainement et qui est extrêmement apprécié de ses équipes. Donc, c'est un grand manager. Donc, Philippe Pascal, je lui conseille vraiment de venir sur ce podcast. On va tenter l'invitation. Dernier jeu, tu peux répondre j'y crois ou je n'y crois pas. Les aéroports deviendront de véritables destinations où l'on viendra même sans prendre l'avion. J'y crois. La majorité du parcours passager sera autonome sans interaction humaine. Je n'y crois pas. Les aéroports fonctionneront comme des plateformes de marque avec une identité aussi forte qu'un hôtel ou un centre commercial. J'y crois pour Aéroport Marseille-Provence. La biométrie remplacera totalement le document physique dans le parcours. J'y crois. Et ça a commencé. Les aéroports supprimeront un maximum les sièges pour augmenter la circulation des passagers. Je n'y crois pas. L'aéroport de Marseille sera l'aéroport préféré des Européens. J'y crois. Mais je crois qu'on a fait le tour.
Est-ce que tu as une dernière question qu'on ne te pose pas et que, en général, tu aimes bien aborder ou autre Non, non, écoute, j'ai tellement utilisé le mot Marseille que je ne vais pas reparler de Marseille, mais je vais quand même le faire. Marseille a beaucoup changé. C'est une ville extrêmement dynamique. Il y a un écosystème autour de l'innovation, de la digitalisation numérique absolument exceptionnel. Bon, il y a bien sûr la French Tech Marseille. On est quand même le lieu où il y a 18 caps sous-marins qui arrivent. On a Digital Reality sur la partie des data centers. On a FreePro qui a son siège. On a énormément de dynamique autour de l'innovation et du digital et du numérique. Donc, j'invite vraiment beaucoup d'entreprises qui se posent des questions sur où mettre leur siège européen ou français ou de toute façon régional à Marseille et sa région. Je précise, parce que Julien, on en parlait juste avant, qui a voyagé dans peut-être 5, 6, 7, 10 villes, voire même plus, où il a habité pendant plusieurs années, m'a dit en off qu'il se sentait vraiment bien à Marseille et qu'il me conseillait d'y vivre. Donc, je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est sincère. Absolument. Après avoir vécu à Hong Kong, en Croatie, à Madagascar pendant 3 ans, je pense que c'est la ville qui remplit beaucoup de critères pour mon épouse et mes 2 jeunes enfants. Et moi, bien sûr. Merci beaucoup, Julien. Merci, Lucas. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.